Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast d'Apothicaire. Aujourd'hui, on va traiter le sujet du don du sang. Alors, je suis avec deux invités, je vais laisser se présenter Merlin. Bonjour, moi je m'appelle Merlin, je suis un ancien étudiant en STAPS et maintenant j'étudie dans la fonction publique. Et avec nous, on a aussi une invitée de l'EFS qui va se présenter et continuer à enchaîner sur présenter rapidement ce qu'est l'EFS. Bonjour, je suis le docteur Sophie Reuter et je suis responsable des prélèvements à l'établissement français du sang Grand Est pour le département du Bas-Rhin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'établissement français du sang, dit EFS ? Ce bel établissement est né dans les années 2000, issu du regroupement des centres régionaux de transfusion sanguine. C'est un établissement public de droit privé qui a pour mission de garantir l'autosuffisance en produits sanguins labiles à l'échelle nationale, donc sur la France métropolitaine et les DOM. Qu'est-ce que c'est que l'autosuffisance ? C'est faire en sorte que chaque malade hospitalisé qui a besoin d'une transfusion de globules rouges, de plasma ou de plaquettes, ait le produit dont il a besoin au bon moment et que ce produit soit proche de là où il est hospitalisé. Alors justement, est-ce que vous pouvez par exemple commencer par nous expliquer la différence entre plasma, sang et plaquettes ? Alors quand on fait un don de sang classique, le classique don de sang où on va dans un village, dans une salle polyvalente ou sur notre maison du don à Strasbourg, ce don de sang, ça s'appelle un don de sang total. Et il dure à peu près 10 minutes, le fait de donner son sang, mais le parcours du don prend 1 heure. Et on va donner le sang total, c'est-à-dire les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Et le lendemain, les différents composants du sang vont être séparés sur notre plateau technique. Le sang va être centrifugé, il va y avoir un surnageant qui va apparaître au-dessus. Ça va être le plasma, qui est un liquide jaune. Et puis en dessous vont tomber les cellules qui sont les plus lourdes, qui sont les globules rouges, qui vont tomber au fond de la poche. Ça va être les fameux globules rouges qu'on va utiliser pour faire les poches de concentré de globules rouges, dites CGR. Et au milieu, on va avoir une couche qui va persister, qu'on va appeler la couche leucoplaquettaire. Ce sont les plaquettes avec des globules blancs. Et puis après, avec un système de presse, on va mettre les différents produits dans différentes poches. Et à chaque fois, du coup, obtenir une poche de concentré de globules rouges, dite CGR, une poche de plasma et une poche de plaquettes, puisque les plaquettes, il y en aura moins, mais on va les mélanger avec les plaquettes de 7 autres donneurs de même groupe pour faire ce qu'on appelle un concentré de plaquettes. Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir sur les groupes sanguins ? Moi, je sais que déjà beaucoup de gens ne connaissent pas leur groupe sanguin. Moi, j'ai appris récemment que j'étais A-. Est-ce que par exemple, Merlin, tu connais ton groupe sanguin actuellement ? Oui, Ok. oui. Moi je sais, je suis A+, mais j'ai fait une carte de donneur, Ok. enfin des cartes de groupe sanguin. Et du coup, docteur Reuter, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça change avec toujours ces idées de donneur universel et de receveur universel ? Alors, il y a ce qu'on appelle les groupes sanguins. Le plus connu par tout le monde, c'est le système ABO et le système Rhésus, puisque vous avez tous dit, plus ou moins, c'est le Rhésus. Mais ça, c'est qu'une infime partie de l'ensemble des groupes sanguins qui existent, ou aussi de l'ensemble des systèmes Rhésus, qui n'est pas quantifié au premier, qui est le plus ou le moins. Mais effectivement, ça nous suffit pour répartir des réserves en sang et savoir où on en est par rapport aux besoins, puisqu'en termes de population génétique en France, on sait que 36% de la population est de groupe A, 33% de groupe O, et après dans les Rhésus positifs et négatifs, ça descend, et les O négatifs, ils sont de l'ordre de 9% de la population générale, et c'est ce qu'on appelle le groupe sanguin universel, puisque les gens de ce groupe peuvent donner leur globule rouge à l'ensemble des autres donneurs, quel que soit leur groupe sanguin. A l'inverse, les donneurs de groupe AB ne peuvent donner leur globule rouge qu'à des donneurs de groupe AB, et ils représentent 3% de la population uniquement, mais ils peuvent recevoir les globules rouges de tous les autres groupes. Et quand on parle de plasma, on va être en effet miroir, puisque dans le plasma, on va avoir des protéines qui sont aussi des anticorps. Et on aura les anticorps du système sanguin qu'on n'a pas. Donc si on est de groupe O, on a O égale presque 0, c'est-à-dire qu'on n'a ni A ni B. Donc nous aurons dans notre plasma des anticorps anti-A, anti-B. Donc un donneur O ne pourra pas donner son plasma à un receveur A ou B. Par contre, du coup, à l'inverse, là, le donneur de groupe AB en plasma, il n'aura pas d'anticorps A, pas d'anticorps B, sinon
son propre corps va détruire ses propres globules rouges, ça ne marcherait pas. Et lui est du coup donneur universel de plasma. Mais j'ai oublié de vous dire à quoi servaient le plasma, les globules rouges et les plaquettes. Je vous en prie, vous pouvez venir. Donc en fait, les globules rouges, ça sert à transporter l'oxygène et on en a besoin quand il y a une hémorragie. Je pense que ça, c'est vraiment dans l'inconscient collectif, c'est la transfusion que tout le monde connaît. Donc je ne m'y attarderai pas plus. Et il y a évidemment le plasma et les plaquettes. Et donc le plasma, dedans il y a ces fameuses protéines, dont des protéines issues de la coagulation. Et il y a 2 types de transfusion en plasma, le plasma frais congelé et le plasma qu'on va fractionner. Je reviendrai plus tard sur le plasma fractionné. Le plasma frais congelé, on va le transfuser soit à des grands brûlés, soit à des gens qui ont eu des hémorragies massives, qui vont perdre leurs globules rouges, mais ils vont perdre aussi le plasma et ils vont perdre leurs plaquettes. Et donc ces gens-là, on va leur transfuser également des plaquettes et du plasma qui va leur permettre de coaguler, puisqu'il y a une action coagulante du plasma, c'est un peu comme de la colle biologique, et des plaquettes aussi qui ont besoin du plasma pour pouvoir faire leurs amas plaquettaires pour boucher la brèche. Sinon, c'est comme si on remplissait une hémorragie avec un puits sans fond, on remplit de globules rouges, mais on ne donne pas les cols biologiques qui vont permettre de refermer la brèche qui s'est créée. Mais donc la coagulation, elle se fait grâce au plasma ou grâce aux globules rouges? Alors, les globules rouges n'interviennent pas dans la coagulation, mais le plasma et les plaquettes interviennent dans le processus de coagulation. Ok, moi j'avais une petite question dessus. Ça vous avez dit juste avant que le sang, en fait, il est conditionné. En gros, on donne notre sang en entier et finalement on le divise en 3, c'est ça? Oui, c'est d'où notre slogan que vous avez peut-être déjà entendu à la radio, 1 heure pour sauver 3 vies. D'accord. Mais du coup, on va jamais stocker du sang en entier. C'est quelque chose Alors qui se fait pas. aujourd'hui, on ne transfuse plus de sang total. D'accord. Je Ça se dis bien faisait à l'époque. aujourd'hui, ça se faisait à l'époque, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les techniques pour le conserver. Aujourd'hui, on a des solutions de conservation et en isolant les produits les uns des autres, on augmente la durée possible de conservation de chaque produit. D'accord. Et est-ce que justement ces produits ont des temps de conservation différents? Bien sûr, donc les globules rouges, du coup, isolés, ils ont une durée de conservation de 42 jours. Si on le laissait en sang total, on n'aurait que 14 jours de durée de conservation. Les plaquettes, par contre, elles ont que 7 jours de durée de conservation. Sinon, elles ne sont plus efficaces. Et le plasma, lui, comme on peut le congeler, il peut rester en conservation jusqu'à une durée de 3 ans. Ok. Et du coup, on va pouvoir parler justement du parcours du sang. Du coup, on va passer du prélèvement aux analyses, à sa mobilité. On est déjà un peu allé sur la conservation et jusqu'à la transfusion. Et du coup, pour le prélèvement, qui peut réaliser un don du sang? Ça, c'est une question qui va intéresser la plupart du monde, la plupart des gens. Alors, Donc, tout le monde peut réaliser un don de sang total. Je reviens juste sur le focus de les produits sanguins, à quoi ils servent, qu'est-ce que c'est. On a dit qu'en sang total, on donnait les 3 produits. Après, on peut aussi donner qu'un seul produit à la fois, c'est-à-dire du plasma seulement, ou des plaquettes et du plasma. Et ça se fait exclusivement sur notre maison du don. Et ça nous permet en fait de pouvoir inviter le donneur plus souvent et de pouvoir prélever une quantité plus importante à la fois de plasma ou de plaquettes. Et on a des besoins énormes en plasma puisque ces fameuses protéines, dont j'expliquais leur existence au début de cette émission, sont très très précieuses. Il y a des protéines qui sont notamment des facteurs de coagulation comme je le disais, mais il y a une autre partie, ce sont des anticorps. Et des anticorps de personnes saines. Et on a des énormes besoins dans ce type de médicaments qui s'appellent les médicaments dérivés du sang. Voilà, donc en fait, le parcours pour le sang total, on va revenir sur le sang total puisque c'est le don le plus classique, mais il ne faut pas occulter les autres types de dons dont on a vraiment besoin pour subvenir aux besoins des malades. Donc le parcours du sang total, comme je le disais, ça prend 1 heure et tout le monde peut venir donner. Il faut avoir 18 ans et il faut ne pas avoir plus de 70 ans. Mais à partir de ce moment-là, tout le monde peut venir donner en ayant sur soi une pièce d'identité avec photo. Il faut peser plus de 50 kg, je le dis pour les jeunes filles, puisque on a une quantité minimale qu'on va prélever, puisqu'on a des poches précalibrées avec du produit, des solutés de conservation. Et si on prélève un volume plus petit, ça va diluer trop le sang et on n'arrivera pas à produire un produit qualitativement suffisant pour une transfusion. Donc peser 50 kg, avoir 18 ans, moins de 70 ans, venir avec une pièce d'identité, avoir bu, s'être très bien hydraté ce jour-là,
avoir mangé quelque chose. Il ne faut pas venir à jeun, puisqu'on va enlever quand même à peu près 500 millilitres de sang. Donc, il faut qu'il y ait du sucre qui reste dans le corps. C'est très important. Et puis après, vous êtes reçu par un agent d'accueil administratif qui va remplir tout ce dossier administratif. Et puis, il y a un questionnaire de 50 questions qu'on va vous demander de remplir. Puis, vous serez reçu par un médecin ou une infirmière qui va rebalayer ce questionnaire pour voir si vous êtes apte ou pas à donner votre sang aujourd'hui. Dans ce questionnaire, on va balayer 2 points de vue. La santé du donneur. Est-ce que le fait de donner ne va pas nuire à sa propre santé ? Il faut absolument qu'il ressorte dans le même état de santé de la collecte que dans lequel il est rentré. Et si nous, on estime qu'il y a donc une nuisance possible pour l'état de santé par le fait de donner son sang, on ne prendra pas le donneur. Et le deuxième aspect qu'on va évaluer, c'est l'aspect receveur. Est-ce que ce jour-là, le donneur ne présente pas un risque de contamination bactérienne, virale ou autre, pour le receveur, puisque les receveurs, souvent, sont des personnes très fragiles. Ça peut être des enfants, des femmes enceintes, des immunodéprimés. Et puis, on a tous en tête les fameux virus transmissibles par voie sanguine. Donc, on va effectivement poser plein de questions indiscrètes à nos donneurs. Et on a plein de raisons de ne pas les prendre, mais il en va de la sécurité absolue du receveur derrière. Et moi, je me posais une question, c'est comment en fait elles ont été déterminées, ces tests, ces normes, parce que les questions, le questionnaire dessus. Alors, ça a été déterminé, c'est très important comme question et c'est une question très judicieuse. Ces normes, au tout début de l'histoire de la transfusion sanguine, il n'y en avait pas. On avait un besoin, on n'avait pas nos sollicités de conservation. Et donc, on avait un besoin. Il y avait un fichier de donneurs. C'était souvent des pompiers volontaires, des policiers et des gens qui pouvaient quitter leur poste pour cette raison-là. On les appelait, on disait il y a une urgence et on faisait une transfusion de bras à bras. Donc, c'était presque un acte chirurgical. On connaissait à peine les groupes sanguins. Puis après, on a pu, effectivement, on a eu les anticoagulants. Donc, on pouvait au moins mettre temporairement le sang dans une bouteille en verre, appeler la personne, mais il fallait que très rapidement on transfuse derrière, puisqu'on n'avait pas ces solutés de conservation. Et puis après, dans l'histoire de la transfusion sanguine, qui a vraiment explosé entre les 2 guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu ces solutés de conservation. Et là, on a pu vraiment faire appel à une plus large partie de la population, puisqu'on pouvait conserver ce sang, le prélever de manière complètement décorrélée du besoin à côté. Et là, on a commencé finalement à s'intéresser à l'effet que ça avait. Combien de fois un receveur de sang mourait, pourquoi il mourait. Donc là, il y a eu l'histoire de la découverte des groupes sanguins qui date du début du XXe siècle. Et puis après, on s'est dit, tiens, il y a d'autres choses qui passent, puisque cette personne, elle a eu besoin d'une transfusion, mais elle est morte d'autre chose, d'une fièvre. Le premier, je dirais, parasite dont on s'est rendu compte qu'il est transmissible par voie sanguine, c'est le paludisme. Donc on s'est dit, c'est drôle, lui, il a fait une crise palu, il n'est jamais allé en Afrique. Par contre, on a peut-être tout d'un coup fait le lien avec le donneur. Et on s'est dit, c'est que ça passe dans la voie sanguine. Donc, on va peut-être poser une question de notion de voyage du donneur. Puis après, on s'est rendu compte effectivement aussi qu'il y avait les bactéries, les virus. Donc, on va commencer à poser la question, est-ce que vous êtes malade ? Est-ce que vous avez eu de la fièvre récemment ? Est-ce que vous avez eu une angine ? Des choses comme ça. Et ça, c'était au tout début, avant l'histoire du sang contaminé. Je vous parle aussi d'un avant. On ne posait que quelques questions. C'était, est-ce que vous avez eu de la fièvre ? Est-ce que vous êtes malade ? Est-ce que vous êtes en forme ? C'était OK, c'était bon. Les voyages. Et hop, c'était bon. Puis, il y a eu le scandale du sang contaminé. Je ne sais pas si votre génération en a entendu parler. Je pense quand même pour les étudiants au milieu de santé, peut-être les autres un peu moins. Alors, nous, pas du tout. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on... quand même quelque chose d'important à évoquer. Et donc, en fait, dans les années 80, il est arrivé quand même une maladie qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle maintenant le sida, et qui est transmise par un virus qui s'appelle le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui attaque le système immunitaire. Et on ne savait pas du tout comment se transmettait ce virus au tout début. Puis on s'est rendu compte petit à petit que c'était essentiellement la population homosexuelle masculine qui était touchée. Après, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de gens en Afrique, mais on l'a découvert plus tard, puisqu'on ne les diagnostiquait pas. Ils n'avaient pas le même système de santé que nous. Et peu à peu, on en est venu à se dire, c'est la transmission par voie sexuelle, par voie sanguine. On a découvert les choses. Et petit à petit, on a découvert ça au fil des années 80, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Et on s'est rendu compte, en fait, que par transfusion sanguine, on avait contaminé
un nombre très important, notamment aussi chez les hémophiles, de malades avec le VIH, puisque on a transmis ce VIH par voie sanguine, ce qu'on ne savait pas. On l'a découvert au milieu des années 80, et là, il y a eu des procès qui ont eu lieu dans les années 90, 95, justement pour dire, principe de précaution, vous ne l'avez pas appliqué, il y avait des réserves de sang, vous avez préféré avoir une logique budgétaire qu'une logique de principe de précaution, et voilà, on a contaminé des millions de personnes avec ce VIH. Alors, je ne refais pas le procès de cette histoire-là, mais il y a vraiment eu, dans l'histoire de la transfusion sanguine, un avant et un après. Et c'était sous le temps de l'EFS ou c'était C'était avant, puisque C'était je vous ai avant. dit que l'EFS, au début de cette émission, est né en quelle année ? En 2000. Ah, Et d'accord, l'EFS est né justement suite à toute cette histoire. Le temps qu'on fasse le tri. Avant, c'était des centres régionaux de transfusion sanguine avec des décisions qui n'étaient pas centralisées. Il y avait évidemment des normes auxquelles on devait répondre, mais finalement, chacun faisait pas comme il voulait, mais en son âme et conscience de scientifique. Suite à tous ces événements, il y a eu justement la création de l'EFS avec une entité scientifique qui est séparée pour que justement la logique budgétaire, la logique scientifique soit plus forcément regroupée en une seule et unique tête pensante. Et on a eu des tutelles qui sont nos tutelles, c'est le ministère de la Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, on appelle ça la police sanitaire un petit peu pour faire un petit raccourci, la haute autorité de santé. Et après, tous ces scientifiques et tous les représentants de ces structures-là, de l'EFS, la Haute Autorité de Santé, de l'ANSM, du ministère de la Santé, se sont regroupés pour sortir un texte de loi qui s'appelle « Les bonnes pratiques transfusionnelles », dans lequel tout ça est écrit. D'accord. Et du coup, en fait, est-ce qu'on est aligné d'un point de vue européen? Ou est-ce que ce sont des normes qui sont... C'est encore une très bonne françaises question, puisque à cette époque-là, l'Europe était déjà créée, mais elle était assez lointaine. Donc ça, c'est franco-français. Il y a eu la même chose qui a été créée, j'imagine, en Belgique. D'autres pays qui n'ont pas connu le scandale du sang contaminé n'ont pas forcément réorganisé leur système de transfusion comme ça a été le cas en France. Et aujourd'hui, il y a bien sûr des normes européennes qui existent sur lesquelles on doit s'aligner. Donc le système français s'aligne sur la norme européenne et est parfois plus restrictif en certains points que la norme européenne. Et il y a bien entendu des groupes de travail européens en ce moment qui sont en train d'essayer d'aligner la loi, puisque c'est inscrit dans la loi, c'est bonne pratique, c'est la loi française avec la loi belge, Donc c'est en cours. Il y a les directives européennes de la transfusion sanguine qui sortent tous les 3 ans à peu près. Et ça devient de plus en plus, effectivement, pas simplement des guidelines, comme on peut dire, mais ça va s'inscrire. Aujourd'hui, ce n'est pas inscrit dans la loi, mais ça va le devenir. Et l'idée, c'est vraiment qu'après, ça soit normalisé. Mais ça donne lieu à des discussions, puisque le temps de conservation, comment on transporte tel produit, comment on va d'un endroit à un autre. La logistique n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre. Il y a des pays tout petits, il y a des pays très grands, il y a des pays qui ont encore des départements d'outre-mer. Donc la logistique n'est pas la même. Si on appliquait la même que peut-être sur la Suisse, qui n'est que la Suisse, c'est le mauvais exemple, c'est pas dans l'Europe, mais que la Belgique ou que le Luxembourg, qui est tout petit, nous, s'ils se restreignent plus sur des logiques de transport, on pourrait ne plus être à même d'envoyer par avion des plaquettes dans les DOM. Donc il faut que toutes ces personnalités se rejoignent, discutent et mettent en place des guidelines sur lesquels tout le monde est d'accord. Et ça, c'est en cours. C'est un travail continuel. Ok, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échange de sang entre pays. Aujourd'hui, non. Il n'y en a D'accord. pas qui est prévu officiellement. C'est-à-dire que nous, notre mission, je l'ai dit au début, c'est de garantir l'autosuffisance en produits sanguins labiles sur le territoire français et les DOM, la métropole et les DOM. Et c'est ça notre mission. Alors, ça ne veut pas dire que le transfert de poche, le transfert de frontière d'une poche d'un pays à l'autre n'existe pas. Ça se fait dans des autorisations temporaires d'utilisation. C'est des paperasseries pas possibles au niveau international. Et évidemment, si un pays qui est pas loin de nous dit on est dans la merde, on va leur envoyer. Mais aujourd'hui, c'est très complexe. Ça ne se fait pas du tout en routine et c'est pas dans nos objectifs aujourd'hui. Il n'y a pas de protocoles qui ont changé donc avec par exemple la crise sanitaire du Covid Je pense que ça va faire grandement bouger les choses. Aujourd'hui, on en est encore là. Dans 5 ans, je ne sais pas si je suis réinvitée dans un podcast comme ça, ce que je vous dirai. Ok. Et justement, vous parlez des dom-toms, comment ça se passe parce que
c'est pas que leur petite population qui peuvent survenir au don du sang. Comment ça se passe le transport et la distribution de l'ensemble du territoire français qui s'étend quand même sur pas mal de mers et d'océans? Alors nous, on fait les DOM. Les TOM, ils ont leur système, Ok. leur propre, qui s'appelle pas l'EFS, mais ils ont leur établissement du sang. Et c'est la différence entre un territoire et un département. Le département est beaucoup plus dépendant, le territoire a une grande autonomie. Donc nous, on s'occupe des DOM. Et il y a certains DOM dans lesquels on organise de la collecte et d'autres où on ne peut pas. Je pense par exemple à la Guyane, où c'est très compliqué d'organiser une collecte de sang, puisqu'il y a tellement de contre-indications, puisqu'il y a du paludisme, il y a la maladie de Chagas en zone endémie, il y a des tas de moustiques, et aujourd'hui on est embêté par des tas de virus transmis par les piqûres de moustiques qui, eux, sont vraiment présents dans le sang et qui nous embêtent beaucoup en transfusion sanguine, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Guyane, on ne peut plus collecter. Donc on est obligé d'exporter de métropole 100% des besoins en Guyane, que ce soit en plaquettes, en plasma, en globules rouges. Dans d'autres DOM, en Martinique, Guadeloupe, La Réunion, ils peuvent collecter leurs produits sanguins, mais parfois ils ont besoin d'une aide de la métropole. Et puis même en métropole, on collecte, nous, ici on est en région Grand Est, on va collecter pour les besoins des hôpitaux du Grand Est, mais on va aussi participer à cette autosuffisance nationale, c'est-à-dire que si d'autres régions sont en demande, on va faire voyager les poches à travers la France ou vers la Guyane. Toutes les semaines, on envoie des plaquettes en Guyane, on envoie des poches de sang dans les DOM. Et on a des régions qui ont un peu plus de mal parce qu'ils concentrent une grande partie de population, comme la région Île-de-France notamment, qui a besoin que les autres régions l'aident, puisque les hôpitaux les plus pointus sont là-bas et ils ont plus que leur propre population qui finalement se retrouve hospitalisée. Et donc, ils ont besoin de l'aide des autres régions. Donc, grosso modo, les besoins des régions est proportionnel à leur population. Il n'y a pas de régions qui sont plus demandeuses de sang qu'une autre, outre la population. Outre la population, non. Okay. Sauf, je dirais, Île-de-France, qui a cette spécificité, c'est qu'ils ont parfois des gens hospitalisés chez eux qui n'habitent pas dans leur région, Okay. parce que les services de pointe sont là-bas, ce qui explique ce décalage de besoins. Moi, j'avais une question qui sort un petit peu de ce lot-là, mais est-ce que finalement, il n'existe pas des traitements dans le sang pour justement limiter ces virus? Pour, par exemple, rendre les choses... Excellente Très question, bonne question. parce que bien sûr, il en existe. Alors, donc, ce qui m'amène à parler d'abord des analyses qu'on va faire sur chaque poche qu'on va prélever déjà, puisque le meilleur traitement, c'est d'écarter une poche, entre guillemets, suspecte. Ça commence par le questionnaire. Si on estime qu'il y a un risque trop important de transmission virale, on n'ira même pas le prélever, on va se dire stop, vous reviendrez quand ce risque il sera atténué. On va raisonner vraiment en termes d'épidémiologie et pas d'individu. On ne peut pas se permettre de raisonner au niveau individuel puisqu'on est amené à faire... on prélève plus de 3 millions de dons par an pour faire soigner 1,5 million de malades et faire à peu près autant de transfusions. Donc on est obligé de raisonner à un niveau épidémiologique, d'où ce fameux questionnaire, d'où ces fameuses contre-indications très importantes et très nombreuses malheureusement. Une fois, si on voit que le donneur est là et qu'il est apte, on va le prélever. Mais le questionnaire ne va pas suffire. Il va fortement contribuer, mais il ne va pas suffire. Et là, on va faire des analyses. On va doser le nombre de globules blancs dans le sang. Parce que s'il est trop bas ou trop élevé, ça peut être un signe indirect d'infection quand même en cours. On va doser le nombre de plaques, enfin, on va faire une numération formule sanguine. Et puis, on va faire des tests virologiques. On va rechercher systématiquement l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. On va chercher également la syphilis et sur les premiers dons, l'HTL virus qu'on connaît moins, qui est un cousin du VIH. Une fois que tout est bon, et ça c'est sur chaque don, à chaque fois que le donneur vient. Ce qui fait que l'Établissement français du sang aujourd'hui est le plus grand laboratoire d'analyse sanguine de France. Et puis, si tout est bon, eh bien, on va valider en fait le prélèvement et on va pouvoir basculer dans le stock réservé aux malades, le concentré de globules rouges. Maintenant, pour les plaquettes, on ne va pas les basculer comme ça. On va leur faire subir un traitement par un psoralen qui va lui en plus inactiver des possibles virus, bactéries, parasites qui resteraient dans les plaquettes ou dans le plasma. On peut aussi utiliser cette technique pour le plasma. Ça va en fait faire raccrocher les deux bras d'ADN
de manière irréversible, de sorte que en fait, ces structures virales, bactériennes, parasitaires ne peuvent plus se multiplier et donc écarter le danger de transmission bactérienne ou virale par une transfusion de ce côté-là. Et depuis qu'on a mis ça en place en France, on n'a plus eu d'accident bactériologique lié à une transfusion de plaquettes. Donc ce système, c'est un psoralen qui est activé par ultraviolet. Donc on injecte le produit dans la poche de plaquettes ou de plasma, on va l'illuminer un certain temps et puis après on va encore refiltrer ce produit pour enlever le psoralen résiduel avant de basculer la poche dans la réserve pour les malades. Vous allez me dire, mais oui, mais alors pourquoi on ne fait pas la même chose pour les globules rouges ? Eh bien parce que sur les globules rouges, ce psoralen ne marche pas. Et aujourd'hui, on est en recherche, en train de chercher un équivalent pour les globules rouges, mais qu'on n'a pas. On est en train de le trouver. On commence à avoir des tests de recherche, mais ce n'est pas encore au point. Du coup, maintenant, on a notre sang, il est traité, on l'a acheminé. Dans quelle situation, comme vous disiez en introduction, outre la chirurgie, le sang va vraiment, enfin post-chirurgie, post-hémorragie, va vraiment être intéressant? Dans quel type de conditions il est utilisé chez le patient et est-ce qu'il y a des patients qui en ont besoin réellement à vie de ces transfusions sanguines ou plasmatiques? Alors, évidemment, ce qu'on a tous dans l'inconscient collectif, c'est l'accident de la route ou un accident avec une hémorragie massive, une opération qui saigne, mais le gros de la troupe, finalement, c'est pas ça. On a plus de la moitié qui est utilisée pour des pathologies chroniques, c'est-à-dire notamment des malades qui sont atteints de cancer et qui, par les thérapeutiques du cancer ou par le cancer lui-même, ont besoin de substitution en produits sanguins, que ce soit en plasma, en plaquettes ou ces fameux anticorps, puisque leurs corps peuvent s'arrêter de fabriquer ces fameux anticorps qui se trouvent dans le plasma. Et on a des maladies génétiques aussi, où il y a un déficit de fabrication de facteurs de coagulation, notamment les hémophiles. Et puis il y a des maladies génétiques du globule rouge aussi, notamment la drépanocytose, où on fabrique des globules rouges qui ont une forme qui finalement n'est pas adaptée. Un globule rouge, normalement, il a une forme ronde, c'est un disque biconcave, c'est-à-dire c'est comme un frisbee, mais enfin non, pas comme un frisbee, on pourrait dire une espèce de camembert, mais qui serait un peu écrasé au milieu et arrondi sur les bords. Ça, c'est la forme normale d'un globule rouge, et pour qu'il puisse bien rebondir dans les vaisseaux et pouvoir se presser et aller dans les vaisseaux plus petits pour amener l'oxygène jusqu'au moindre recoin de nos organes. Et la drépanocytose, c'est une maladie qui atteint justement la structure de ce globule rouge et qui n'a pas cette forme qui lui permet de rebondir et de se frayer un passage partout. Et du coup, le globule rouge est beaucoup plus rigide et ne peut pas aller partout et va aller parfois boucher des petits vaisseaux et faire des crises vaso-occlusives. Et ces patients-là ont besoin de transfusions répétées tout au long de leur vie. Et ils ont des groupes sanguins qui ne sont pas forcément les groupes sanguins qu'on trouve le plus fréquemment ici en France. Mais donc, le fait d'avoir les groupes sanguins A, B, O, c'est français ou c'est général, hein? C'est général, c'est la génétique. Et la génétique, il y a aussi l'histoire des migrations de population qui rentrent en ligne de compte. Parce que, eh bien, si on est O négatif en Asie, on est un sang très rare. On peut presque pas être transfusé. Par contre, les B, ici chez nous, c'est 9% de la population à peu près. En Asie, ça représente la majorité des donneurs. Donc il y a une part génétique dans la répartition des groupes sanguins. Ça, c'est que le système ABO. Et après, il y a les sous-groupes du rhésus, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autres sous-groupes. Et après, tout ça, c'est les histoires de la génétique. Et nous, il peut y avoir Et la génétique, je vous ai parlé de pathologie génétique aussi. Eh bien, c'est aussi issu de l'ancestralité de chaque donneur. Et les pathologies génétiques qui vont peut-être parfois demander plus de produits sanguins, eh bien, ils auront aussi des spécificités génétiques de leur groupe sanguin. Et là, on peut être amené à avoir un groupe qui est dit rare ici en France, parce que finalement, l'ancestralité de la majorité des donneurs n'est pas la même que les gens qui présentent ces maladies génétiques. Mais on est toujours à même de leur donner du sang. On est toujours à même, mais c'est un enjeu de tous les jours, parce que quand je disais que garantir l'autosuffisance, il y a un côté quantitatif, mais il y a aussi un côté qualitatif.
Et pour ces sangs rares, c'est très compliqué et on est en train de réfléchir à réorganiser, à réinventer une partie de la collecte pour qu'on soit beaucoup moins embêté dans nos réserves pour ces sangs-là, puisqu'on est régulièrement obligé de piocher dans du O négatif, alors qu'ils ne sont pas O négatifs, juste parce que les sous-groupes derrière, on n'arrive pas à les trouver dans les autres groupes. D'accord. Je sais pas si je... Alors, on va continuer avec une question, avec les peurs, avec les idées reçues sur les exigences. Du coup, on est déjà un peu fait avec l'âge et le poids pour pouvoir faire un don du sang et de plasma. Mais du coup, où se place le fait de fumer la cigarette, les tatouages, le nombre de partenaires dans tout ça? C'est des sujets qui concernent de plus en plus les jeunes, même les stupéfiants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah bien sûr, c'est un sujet qui fâche pas du tout, puisque nous, on met les pieds dans le plat quand vous venez nous voir. Hein. Clairement, on vous pose toutes ces questions parce que ça nous intéresse, notamment par rapport au risque receveur dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on sache si on ne fait pas courir un risque trop important pour le receveur du produit sanguin qu'on va prélever. Et donc, du coup, on va s'intéresser à votre vie sexuelle, puisque pour le risque de transmission de VIH, hépatite B notamment aussi, eh bien, on va vous demander combien de partenaires sexuels vous avez eu dans les 4 derniers mois. Et si c'est plus que 1, eh bien, alors c'est pas un jugement du tout, mais c'est que d'un point de vue épidémiologique, le risque est trop important pour nos receveurs. Et donc, on va vous demander d'attendre un petit peu, de vous stabiliser dans votre vie personnelle et de revenir quand ce sera fait. Pour le tatouage, c'est pareil. Il y a une contre-indication de 4 mois après un tatouage, tout simplement parce qu'on ne peut pas être derrière chaque tatoueur, savoir comment il désinfecte son matériel. Et nous, ce qu'on a en ligne de mire, c'est le risque de transmission du virus de l'hépatite C. Et le fait d'attendre, vous allez me dire, oui, on fait des tests, mais le fait d'attendre, ça nous permet d'être sûr que nos tests soient pleinement fiables, puisqu'on a assez brièvement exposé à un principe de faux négatif, et donc il faut qu'on attende un certain temps après la prise de risque pour fiabiliser au maximum nos examens sanguins. C'est toujours cette balance bénéfice-risque qui importe au final. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire peut-être pour les jeunes? La fumette, le cannabis. Oui. Alors le cannabis, il n'y a aucun problème pour donner son sang à partir du moment où, au moment où vous vous présentez au don de sang, vous êtes en état de répondre aux questions qu'on vous pose. Si vous êtes complètement à côté de vos pompes, on vous dira revenez quand vous serez un peu mieux, tout simplement parce qu'on a besoin de réponses fiables au questionnaire pour la sécurité, pour la vôtre et celle du malade qui va recevoir le produit. Mais si vous avez un peu de cannabis dans le sang, ce n'est pas une contre-indication au don en lui-même. Pour tout ce qui est drogue injectable, c'est une contre-indication là, parce que épidémiologiquement, on estime qu'on ne maîtrise plus le risque de transmission des virus à risque. Voilà. Pour l'alcool, je dirais c'est pareil que le cannabis. Si vous êtes en état de répondre à nos questions, que vous ne dissipez pas complètement, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir alcooliser, bien entendu, ne le comprenez pas dans ce sens-là. Mais nous, ce qui va nous importer, c'est l'état dans lequel vous venez et est-ce que vous êtes apte à répondre avec fiabilité à notre questionnaire. Il y va de l'enjeu sécuritaire vis-à-vis du donneur et du receveur, bien évidemment. Mais donc, la personne peut donner son sang même si elle a de l'alcool dans le sang. Donc, c'est pas un frein. C'est pas un frein. Après, si nous, on voit qu'elle est complètement... sous et qu'elle ne peut pas répondre avec fiabilité à nos questions parce qu'on estime qu'elle est trop sous, on ne la prendra pas, évidemment. Mais on ne va pas lui doser le taux d'alcoolémie dans le sang pour voir ça. D'accord. Et il y a certains médicaments aussi qui sont en contre-indication. Il y a certains médicaments qui présentent une contre-indication. Ils sont malheureusement trop nombreux pour que je puisse vous faire la liste aujourd'hui. N'hésitez pas soit à le dire, soit vous pouvez appeler l'établissement français du sang ou poser une question sur notre plateforme internet, on y répondra pour pas vous déplacer pour rien. Certains médicaments, pourquoi? Parce que soit ils traitent une pathologie qui présente un risque pour le donneur et on prendra pas ce risque puisque, comme je l'ai expliqué, il faut qu'il ressorte dans le même état de santé dans lequel il est rentré. Et puis soit parce que le médicament peut présenter un risque pour le receveur, notamment un risque de tératogène, parce qu'on ne sait pas si le produit sanguin peut aller chez une femme enceinte. Tératogène, ça veut dire ? Ça veut dire, tératogène, c'est qu'il y a un risque de malformation chez un bébé si une femme enceinte prend ce médicament. Justement, une question rapide. Est-ce qu'il y a encore ce besoin de faire correspondre 100 d'hommes pour un homme, 100 de femmes pour un receveur femme? Ou alors on peut mélanger alors on n'a jamais fait correspondre ça. Non, nous c'est le groupe. C'est le groupe sanguin, c'est
C'est l'immunologie qui nous intéresse. À partir du moment où il est prélevé, d'ailleurs, c'est totalement anonymisé. J'ai oublié de préciser une chose excessivement importante à l'introduction. Dans l'introduction, c'est que le don de sang, aujourd'hui, en France, il est anonyme, bénévole et volontaire. Et dans anonyme, il y a anonyme, c'est-à-dire que quand on va prélever, on sait forcément qui on a prélevé, mais le receveur ne saura jamais de qui vient la poche. Et d'ailleurs, l'équipe qui va faire la transfusion au malade ne saura jamais de qui vient la poche. Nous, établissement français, on peut faire le lien, puisqu'évidemment, il faut qu'on puisse remonter toute la chaîne à tout moment pour un enjeu sécuritaire dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. Mais il y a anonymat, et quand ces produits sont traités, on ne sait plus qui l'a donné. C'est anonymisé par un numéro unique d'identification. Et ce que j'avais vu, c'est qu'il existe une application. J'avais un ami qui avait une appli où ça lui donnait combien de personnes il avait aidé, combien de personnes son sang avait aidé. Alors est-ce que du coup c'est réel ou c'est simulé? Alors aujourd'hui, on a une application officielle de Mon rendez-vous don de sang qu'on peut télécharger. Alors je la maîtrise pas complètement cette application, mais effectivement, alors avoir la réalité exacte, c'est impossible évidemment, mais c'est un chiffre qui est donné à partir de son nombre de dons. Tout à fait, on peut extrapoler. Mais au réel, on ne pourra jamais être en temps réel par rapport aux dons, puisque je vous ai expliqué, le délai de conservation, c'est compliqué d'être pile poil dans le réel. D'accord. Mais évidemment, ça donne quand même une bonne indication, et c'est essentiel, et ça doit motiver, je pense, ça doit vous motiver. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres, notamment sur la quantité de sang prélevé, si elle est déjà fonction du poids et du sexe? Et en gros, combien de dons sont faits par jour, ou quel est le besoin en sang par jour ou par année en France? Et finir avec où est-ce qu'on en est dans le déficit justement sanguin en ce moment? Alors évidemment, on a des ABAC de prélèvement qui sont définis en fonction du poids et de la taille, avec des volumes cibles. Une donneuse qui fait 1m60 et 50 kg ou 1m65 et 50 kg, on va lui prélever peut-être un peu moins de volume en poche de sang qu'un grand gaillard d'1m85 et de 90 kg par exemple. Mais c'est quand même des ABAC cibles. Ça doit correspondre quand même on a 3 volumes cibles pour le sang total et pas plus, parce qu'il faut qu'on uniformise le plus possible une unité de concentré de globules rouges. Parce que le médecin qui va prescrire pour son malade les concentrés de globules rouges, il va dire j'ai besoin d'1, 2 ou 3 concentrés de globules rouges. Eh bien, c'est comme un médicament. Si je demande 1 gramme de Doliprane, je ne peux pas me permettre que dans un comprimé, il y ait 700 mg, dans l'autre, il y en ait 800, et dans le troisième, il y en ait 1200. C'est pas possible. Donc nous, on est obligé de calibrer de la même manière, d'où effectivement des ABAC, mais une certaine calibration quand même. Ensuite, où on en est dans les réserves et les besoins, à l'échelle de la France, on a besoin de 10 000 dons de sang par jour pour subvenir aux besoins nationaux. Donc c'est pas un chiffre anodin, il faut les rentrer, c'est énorme. Donc si la question est on a besoin de vous, la réponse est oui. On a besoin de vous, et comme il y a des durées de péremption, on a besoin de vous régulièrement. Et donc je rappelle qu'un don de sang est possible tous les 2 mois, et un don de plasma est possible tous les 14 jours. On ne vous demande évidemment pas de venir au bout de tous les 14 jours, mais si vous avez donné votre sang dans votre fac, ou sur votre lieu de travail, ou dans votre village, eh bien 14 jours après, vous pouvez vous déplacer sur une de nos maisons du don, prendre rendez-vous pour faire un don de plasma. L'idéal, c'est si vous arrivez à faire un don de plasma entre 2 dons de sang, là, on arrivera à avoir des réserves optimales pour tous les malades. Ça, c'est le but. Et on compte sur vous. Donc aujourd'hui, les réserves, évidemment, elles sont bonnes, confortables, je dirais pas, parce qu'on a un déséquilibre. Comme je le disais avant, on a des besoins quantitatifs, mais également des besoins qualitatifs en fonction des groupes sanguins. Et donc aujourd'hui, quantitativement, on est assez bon. Qualitativement, on a un déséquilibre entre les différents groupes. Et du coup, on a besoin de l'ensemble des donneurs, et que l'ensemble des donneurs se mobilisent. Et à l'approche du mois de novembre, où on a 2 jours fériés, ça devient compliqué, puisque c'est à chaque fois un jour où on ne va pas collecter, où on devrait collecter. Et donc, il nous faut des dons.
Et c'est pour ça aussi qu'on compte sur les facs pour se mobiliser. Loïc, je vous laisse peut-être introduire ce vers quoi on va se mobiliser. Déjà, pour revenir sur les 10 000 dons nécessaires par jour, on se rend compte que c'est un chiffre énorme et c'est clair que les facultés, ça reste entre guillemets une belle réserve de sang, souvent bien jeune et bien en forme, de personnes qui sont la plupart aptes à donner leur sang. Et ouais, ce mois de novembre, justement avec ces 2 jours fériés, et ce manque de sang, on a entendu parler du défi sans limite en novembre, justement pour essayer de contrecarrer ce problème. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Alors, ce défi sans limite, eh bien, c'est effectivement les étudiants qui se regroupent et qui font en sorte que dans leur faculté, on organise une collecte de sang en collaboration avec le FS évidemment. Et l'idée, c'est qu'il y ait le maximum de communication autour pour qu'il y ait le maximum d'étudiants qui se rendent sur cette collecte. Et pourquoi pas de faire un challenge avec la fac qui a remporté le maximum de dons et le maximum de contributions à cet enjeu d'autosuffisance. Et là, on va le commencer avec une collecte qui va être prévue à la fac. Justement, à la fac de pharmacie de Strasbourg, le mardi 6 décembre à 9h45 jusqu'à 16h dans le hall A, une collecte qui est prévue. Et évidemment, dans toutes les facultés, il faut se renseigner, il faut aller outre la faculté pour chercher les dons du sang. Il y a souvent des choses qui sont organisées, il faut se renseigner. Quand on veut, on peut le faire, que ce soit à la fac ou autre part. Et renseignez-vous, et si jamais dans votre université ou dans le lieu où vous êtes, il n'y a rien d'organisé, n'hésitez pas à nous appeler. On pourra coordonner les choses, soit si la structure est trop petite, vous rattachez à un autre lieu pour que vous soyez rattaché à une collecte, soit si votre structure est grande et qu'il n'y a personne qui s'en est occupé jusque-là, on compte sur vous. Je vous rappelle encore une fois la date du prélèvement à la fac de pharma, le mardi 6 décembre à 9h45 jusqu'à 16h dans le hall A. Donc n'hésitez pas, on a besoin de vous. On en a fini pour ce podcast sur le sang. Je pense que tout a été très clair et en tout cas ça a été très intéressant. Je remercie tous les deux, Merlin et Dr Reuter.